Hello, on va parler du sujet très important du postpartum. J'ai eu plusieurs messages qui me demandaient d'en parler. Je me rendais pas forcément compte que c'était quelque chose qui n'était pas forcément bien connu du grand public. Moi je baigne dedans depuis 2007-2008, j'avais fait mon premier stage en tant qu'étudiante en médecine à la maternité et plusieurs d'entre vous m'ont rappelé, et je les remercie, que c'était pas du tout connu d'une grande partie de la population et c'est très dommage parce que ne pas connaître ça, le risque c'est de tomber de haut. Ça va vraiment hyper important. Informer sur ce sujet-là si vous êtes enceinte, si votre conjointe est enceinte, parce que derrière, y être confronté sans savoir ce que c'est, ça peut être d'une très très grande violence. Je vais vous donner vraiment les grandes notions à connaître pour éviter ça. Et du coup, je vais profiter de cette vidéo pour vous donner quelques outils pour y faire face de façon efficace, et ça peut vraiment vous changer la vie. Ça peut faire que cette période puisse être vécue moins douloureusement, plus sereinement. J'étais moins bien informée pour mon premier postpartum il y a 9 ans que pour celui que je viens de traverser voilà, il y a bientôt 7 mois déjà. Je l'ai beaucoup mieux vécu et donc je vais vous partager ce qu'on a mis en place pour que ce soit le cas. Tout d'abord, avant de commencer, je le répète souvent, mais si vous vous sentez pas bien, il faut en parler à un professionnel. Il y a vraiment des gens qui pourront vous aider. Ensuite, comme souvent aussi, on va expliquer les concepts. Ça permet, comme à chaque fois, de mieux les comprendre, pour mieux se les approprier et pour mieux les appliquer. Le postpartum, c'est tout simplement la période qui suit l'accouchement. Ça va être pas de durée définie officiellement, mais ça va être les semaines qui suivent. Qu'est-ce qui se passe concrètement? On va parler de tout ce qui se passe physiquement, parce qu'il faut vraiment le savoir, et de tout ce qui se passe psychologiquement, parce que c'est tout aussi important de le savoir. Donc physiquement, qu'est-ce qui se passe pour la plupart d'entre nous? On aura pris des œdèmes, on aura pris du poids, vous entendez des bébés qui gazouillent avec papa et ses sœurs. On a mal partout, surtout si on a eu une épisio, ou une déchirure, ou une césarienne. Les fameuses tranchées, donc pour celles qui ne le savent pas, on peut saigner parfois plusieurs jours pour certaines, parfois plusieurs semaines pour d'autres, après un accouchement. Encore une fois, si doute, il faut consulter concernant tout ce qui va être saignement. Et donc au cours de ces tranchées, on a l'utérus qui se contracte pour qu'il reprenne sa forme initiale, et ça peut faire très mal aussi. On a la fameuse montée de lait, et ça peut être aussi très douloureux, notamment pour les patientes qui ne souhaitent pas allaiter, parce que quand on donne le sein, ça permet de drainer un petit peu, de soulager ces douleurs. Donc on imagine ce que ça peut être si c'est pas le cas. En revanche, si on a choisi d'allaiter, on a des crevasses, ça fait un mal de chien. Donc j'ai fait une vidéo sur l'allaitement pour éviter tous ces problèmes. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la consulter. On a la peau qui pend, on a des vergetures, on est à la maternité, on n'est souvent pas confortable. Et après ça, on rentre, très souvent bébé pleure beaucoup, on ne dort pas, on est fatigué. Bref, le postpartum, ça peut être tout ça et ça peut être très dur. Et donc, à côté de ça, parce que ça c'était qu'une partie, on va pouvoir rencontrer tout ce qui va être psychologique. Donc déjà, pour certaines patientes, sachez que c'est pas la majorité des cas, c'est les chiffres qui le disent, ça peut aussi très bien se passer. Donc voilà, j'aime bien nuancer un petit peu tout ça. Mais voilà, pourquoi je dis que c'est pas la majorité des cas et qu'on a des chiffres, c'est que dans 50 à 70% des cas, les patientes vont présenter un baby blues. Donc si on compte bien, c'est très compliqué. 50 à 70, c'est donc la majorité, c'est au-dessus de 50. Donc la plupart des femmes risquent de rencontrer un baby blues. Et je trouve ça dingue qu'on n'en parle pas plus. Et donc, si on est au-dessus de 50%, on peut limite parler de normalité. C'est limite la normalité de rencontrer tout ça, donc ne vous inquiétez pas. Donc on peut dire que c'est normal. Et donc là aussi, quelques définitions. C'est des choses qu'on abordait souvent en consultation. Alors pour le baby blues, j'ai repris la définition qu'on peut retrouver sur le site Amélie, que je trouve très bien. Donc ils écrivent « manifestation d'anxiété, une labilité émotionnelle », une irritabilité, très souvent, ce qu'on va retrouver, et des croyances inadaptées comme la crainte de blesser son bébé, de mal faire, de ne pas savoir s'occuper de son bébé. Alors par définition, un baby blues, contrairement à une dépression du postpartum, dont on va parler juste après, c'est transitoire, c'est vraiment un point important. La durée habituelle, ça va être 4 à 5 jours. Et ça se termine vers la fin de la première semaine. En perso, j'y été complètement confrontée. D'ailleurs, un grand merci à l'équipe de la maternité de Port-Royal qui me voyait chaque fois qu'elle rentrait. J'étais les larmes. Donc voilà, cœur sur eux. Parce que, du coup, merci à elles, elles ont été géniales. Elles sont revenues me voir plusieurs fois. Voilà, on va en parler tout à l'heure, mais ça c'est quelque chose, il ne faut pas hésiter à en parler aux personnes.
Et donc on va comprendre de tout ça que la différence entre le baby blues et la dépression du postpartum, c'est que dans le premier cas, on va pas être sur quelque chose de pathologique, on va être sur quelque chose de physiologique, quelque chose de normal, d'habituel. Et dans le deuxième cas, là, on rentre dans le pathologique. Et qui vont quand même concerner beaucoup de femmes, hein, les chiffres c'est 10 à 20% des femmes. Et donc, quelque chose qui doit vraiment alerter, c'est que dans la dépression du postpartum, ça dure plus longtemps. Si ça dure plus de 15 jours, ça va être vraiment un signe d'alerte. Et les symptômes qu'on va retrouver, ça va être en fait, ça peut être la même chose, mais en décuplé. Une tristesse intense, une culpabilité très très importante. Anxiété aussi, hein, ça va souvent avec. Une irritabilité qui peut mener vraiment à des conflits avec le conjoint, avec l'entourage. Donc c'est aussi important de savoir. Ça peut être particulièrement envahissant avec une possibilité d'effectuer des gestes qu'on a l'habitude de faire dans notre quotidien, se lever, se laver, s'alimenter. Ça peut avoir donc un retentissement aussi social, on se replie, sentimental, etc. Et donc on l'a un petit peu évoqué dans le blues du postpartum, là ça va être vraiment encore une fois décuplé. C'est vraiment une notion qu'on peut souvent rencontrer, c'est la peur de blesser son bébé, de faire du mal à son enfant. Et donc, à savoir absolument, ça aide à baisser l'anxiété et ce genre de symptômes. Ça n'arrive jamais dans la dépression du postpartum. Et donc, message très 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 important, consultez. Et maintenant, les outils que j'ai essayé de mettre en place pour faire face à cette période et qui ont permis de vraiment mieux la vivre. Déjà, être informé, c'est le but de cette vidéo. Pourquoi? Parce que savoir que c'est normal, que c'est habituel, permet de diminuer l'anxiété, permet de dédramatiser. Savoir aussi que c'est passager, que ça passe, ça permet aussi d'aider. Et surtout, on tombe pas de haut. Ça permet aussi de diminuer la culpabilité. On est dans une situation où on se dit qu'on a une très grande chance d'avoir eu un enfant et qu'on est quand même malheureux, on culpabilise. Ben non, vous avez le droit. Donc ça, c'est très important aussi de s'en rendre compte. Vous avez le droit d'être pas bien. Vous avez le droit de le verbaliser. Vous avez le droit de trouver ça difficile. C'est normal. Le deuxième point, ça va être un point qui va découler du point précédent, c'est de dire aux coparents de lui aussi s'informer. Parce que lui aussi peut tomber de haut. Et ça risque de provoquer un décalage qui peut être source de conflit. Le deuxième point, ça va être de suggérer aux coparents de lui aussi s'informer. Parce que lui aussi peut tomber de haut. Déjà, lui aussi peut être concerné par ces problématiques-là, mais lui aussi peut ne pas comprendre ce qui se passe, hein, ça peut provoquer de l'incompréhension, et donc du coup ça peut provoquer un décalage, et donc du coup ça peut provoquer un conflit. Et ça va être encore mieux si on parle de tout ça avant, qu'on échange, on communique sur ces sujets. Ça permet de se dire comment on peut s'organiser pour passer ce cap de la façon la moins compliquée possible. Et bien sûr, se dire que ce qu'on va dire en amont, c'est flexible. On ne nous dise pas, bah t'avais dit ça, etc. Non, tout ça, c'est flexible. Et non, vous avez le droit de changer d'avis. Donc tout ça pour dire que discuter de l'organisation que vous allez adopter, c'est toujours plus simple quand on anticipe. Et d'anticiper le plus de choses possible. J'en ai fait une vidéo, quand je dis que j'en ai fait une vidéo, c'était sur les fameux meal prep, hein, donc les préparations de grande quantité de menus à l'avance qu'on met au congélateur. Et ben c'était life changer. Beaucoup de temps à faire des courses dans notre quotidien, à cuisiner. Donc c'était tout ça en moins. Donc vraiment très 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 utile. À côté de ça, on peut aussi anticiper, j'en avais aussi fait une vidéo, donc je vais passer rapidement sur ce point-là, tout ce qui est courses, des consommables, tout ce qui est facture à payer, tout ce qui est administratif, tout ce qui était recherche de crèche, tout ça, c'était fait. J'ai évoqué ce point-là avec une amie le week-end dernier et qui m'a dit qu'elle, dans sa famille, c'était quelque chose qui, pour le coup, était bien dans tous les esprits, qui était très très classique, d'apporter les repas, d'apporter des grandes quantités de repas pour plusieurs jours pour jeune maman. Donc ça peut être quelque chose à évoquer, à anticiper aussi. Voilà, on n'y pense pas forcément. Pareil pour le ménage, passer le message que vous avez peut-être besoin d'aide à ce niveau-là. Et si vous n'avez pas forcément une grande famille, la PMI m'avait contacté, on était resté peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure au téléphone, et l'infirmière puéricultrice m'avait parlé de toutes les aides possibles pour une aide ménagère. Donc sachez que ça existe. Ou alors, vous pouvez demander ça en cadeau. Un autre point pour lequel j'ai mis 3 grossesses avant de le mettre en place et qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est de demander à ne pas recevoir de visite à la maternité. C'est compliqué, il y a des gens qui vont en ressentir le besoin mais qui ne vont pas forcément oser le verbaliser. N'hésitez pas. Un tsunami va vous passer dessus, vous avez le droit de demander ce genre de choses, c'est vous
décidez. Et pareil, si vous ne souhaitez pas que votre bébé de 10 jours passe de main en main en plein hiver, nous, bébé est né plein mois de février, en plein hiver, et pareil, je demandais à ce que les gens se lavent les mains, qu'ils ne soient pas malades avant de venir nous voir. Donc n'hésitez pas à le demander. Avant, j'osais pas du tout, c'était tout de suite une anxiété, une culpabilité, ça se rajoutait aux symptômes du baby blues. Donc voilà, c'est ça déjà en moins d'anxiété, vous avez le droit. Et à l'inverse, si vous sentez que c'est quelque chose qui peut vous aider, de recevoir de l'aide, des visites de votre famille, il ne faut pas hésiter à solliciter, à verbaliser, parce que ça ne va pas être forcément évident pour des gens de votre entourage, mais une fois que vous leur demandez, ils disent « Ah mais bien sûr, je n'avais pas pensé à te le proposer ». Donc n'hésitez pas aussi à le formuler. Et si pareil, vous n'avez pas beaucoup de famille, encore une fois, la PMI peut être un interlocuteur privilégié. Vous pouvez aussi, on l'a vu dans les points précédents, le postpartum peut être très compliqué à vivre parce que ça peut être douloureux physiquement. Et quand c'est douloureux physiquement, ça peut être douloureux psychologiquement aussi. Donc on n'hésite pas. Je sais qu'il y a des patientes qui n'osent pas traiter la douleur, notamment si des allaitent. Il y a énormément de choses qu'on peut prescrire qui sont très efficaces pour soulager ce genre de douleur. N'hésitez pas à les demander. Donc ça c'est douleur physique, encore une fois. À côté de ça, il y a douleur psychologique et n'hésitez pas à demander aussi une aide psychologique, il y a beaucoup de choses. En plus, les femmes enceintes et les jeunes mamans, j'ose espérer qu'elles passent un petit peu en priorité pour toutes ces questions-là. Donc essayez, même s'ils sont toujours très très débordés, demandez peut-être une lettre de votre médecin au CMP. Toujours sur tout ce qui va concerner les pros de santé, les professionnels de santé, que je croise le plus souvent au quotidien, sont très très bienveillants, donc n'hésitez pas à les solliciter. Mais à l'inverse, ne laissez pas certains professionnels de santé mal vous parler, comme ça arrive trop souvent, quand on entend trop souvent parler. Et je l'ai vécu personnellement pour ma première, donc c'était il y a presque 10 ans maintenant. J'ai rien osé dire, suite de couches. Mais voilà, sachez que vous êtes en situation de fragilité. On est censé vous respecter, enfin, on est censé dans tous les cas vous respecter, mais encore plus dans une situation de fragilité comme celle-ci. Les 2 derniers points pour mieux vivre cette période, ça va être assez évident, mais ça va mieux en le disant. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Si le ménage n'est pas nickel, si les repas sont surgelés, on s'en fiche complètement. Et aussi un autre point, c'est ne culpabilisez pas à dire que vous n'appréciez pas cette période. Il y a souvent, on entend souvent des discours de culpabilité sur ces sujets. Moi, c'est vraiment pas une période que j'aime. C'est culpabilisez pas à dire que vous n'êtes pas bien alors que vous êtes censé être heureuse. Vous avez le droit de dire que vous n'aimez pas. Voilà. Et ça n'enlève pas l'amour que vous portez envers votre enfant. Et enfin, le dernier point, c'est d'essayer d'avoir des objectifs. Donc ça découle un peu aussi du précédent. Et c'est un point qui va peut-être pas concerner toutes les femmes qui adorent cette période, mais pour celles, on l'a vu que ça peut être la majorité des cas, qui n'apprécient pas cette période, avoir des objectifs, ça peut aider. Avoir quelque chose en ligne de mire, un horizon meilleur, moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Par exemple, typiquement, bientôt je pourrais reprendre une activité qui m'était contre-indiquée pendant ma grossesse. Bientôt je pourrais refaire des massages quand je pourrais tirer mon lait par exemple. Bientôt je pourrais m'accorder du temps pour moi et ça se passera beaucoup mieux au quotidien. Moi j'étais très frustrée de ne pas faire d'activité physique parce que j'ai été alitée pendant ma grossesse et j'avais qu'une hâte, c'était de reprendre le sport. Donc moi c'était bientôt je pourrais reprendre le sport avec toutes les fameuses endorphines qui vont avec et je pourrais intégrer ça dans mon quotidien, retrouver un équilibre et ça m'a beaucoup aidé une fois la rééducation du bébé est faite. C'est vraiment le moment où j'ai senti ça y est, c'est dernièrement.